Comment les animaux sont-ils apparus? Si vous voulez le savoir, alors cette vidéo est faite pour vous. Avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et c'est parti! Avant de commencer à parler de vie, parlons d'abord de l'histoire de la planète sur laquelle elle verra le jour. La Terre. L'histoire de la Terre commence il y a 4,5 milliards d'années dans le système solaire primitif, où un amas d'éléments comme du carbone, du silicium, du fer, etc. s'agrégea pour former une nouvelle planète, la Terre. Au début, la Terre était une planète de l'avant-fusion. Après un incident avec une autre planète, Theia, qui mena à la création de la Lune, la planète commença à se refroidir petit à petit jusqu'à permettre à l'eau présente dans l'atmosphère de se condenser et donc former les premiers océans. En plus de cela, des pluies de météorites s'abattaient sur la Terre, apportant plus d'eau et en plus de ça, des composés organiques. Mais après la fin de la pluie de météorites au fond des océans de la Terre, il y a à peu près 4 milliards d'années, dans la période de l'Archéen, un phénomène étrange se produisit. En effet, les explications divergent sur cet événement, mais à base de lipides, de protéines et d'acides naquit la toute première cellule. Et c'est donc dans cet océan, il y a 4 milliards d'années, que la grande histoire de la vie commença. Ensuite, cet être vivant donna naissance à deux grands types d'êtres vivants, qui seront trois plus tard. Les bactéries et les archées, qui ont une organisation cellulaire différente. Les bactéries, il y a 3,5 milliards d'années, vont révolutionner le monde vivant avec l'introduction de la photosynthèse, une réaction chimique qui, à l'aide de l'énergie du soleil et du CO2, crée du sucre, la meilleure source d'énergie pour une cellule, et de l'oxygène. Ces cyanobactéries, comme on les appelle, vont changer la face de la Terre à tout jamais. En effet, l'émission en masse d'oxygène créa deux conséquences. La mort de la majorité des formes de vie anaérobies, car l'oxygène est un poison pour elles, ce qui changea la face de la vie sur Terre. Laissant seulement les espèces ayant un mécanisme pour s'en protéger, ou même qui s'en servaient pour respirer. Et la deuxième conséquence est que vu que le CO2 qui est un gaz à effet de serre est transformé en oxygène par les cyanobactéries, l'atmosphère avec moins de CO2 commençait à se refroidir. Le problème, c'est que l'atmosphère refroidit tellement que la Terre entra dans sa première glaciation, la glaciation huronienne, où pendant des dizaines de millions d'années, la Terre était totalement gelée. La vie se vit donc discrète pendant un bon moment, mais à la fin de cette glaciation, un phénomène inédit se passa. En effet, il y a 2,5 milliards d'années, au fond des océans terrestres, une grande archée absorba une bactérie, mais au lieu de la digérer comme elle aurait dû le faire, l'archée entra en symbiose avec la bactérie. L'archée fournissait protection à la petite bactérie, et la bactérie se servait de l'oxygène et du sucre pour produire du CO2, et de l'énergie. De cette fusion naquit le troisième type d'organisme, les eucaryotes, les cellules dotées d'un noyau où est concentré l'ADN, et de mitochondries, les bactéries que la cellule a absorbées. Ce groupe comporte les plantes, les champignons, les amibes, plein de groupes, et surtout, les animaux. Peu de temps après cet événement apparut le premier organisme multicellulaire connu, le gammoniont. Au début, les paléontologues se demandaient si c'était juste une colonie de bactéries ou un vrai organisme, mais il fut prouvé que c'était un vrai organisme. En effet, il avait une sorte de peau gélatineuse et plissée et organisée autour d'un noyau. Surprenamment, on a trouvé des preuves que ces organismes étaient capables de se déplacer sur le fond de la mer. On ne sait pas vraiment si cet organisme était affilié à un groupe eucaryote moderne étant super éloigné des premières algues 1,2 milliard d'années dans le passé et des premiers animaux qui sont apparus il y a 600 millions d'années. En fait, c'était sûrement un organisme non affilié, une tentative ratée de la vie en somme. Pendant plusieurs milliards d'années, il y eut une sorte de pause dans l'évolution des eucaryotes, coupée seulement par l'apparition des premières algues il y a 1,2 milliard d'années. Mais pour les animaux, on devra attendre jusqu'à il y a 665 millions d'années pour les premières traces avérées de vie animale dans les océans sous la forme des éponges. Même si certains paléontologues se basant sur les traces pensent que les premiers animaux connus remontent il y a 1 milliard d'années, peu après leur séparation avec les champignons. Car oui, les champignons sont actuellement le règne le plus proche de celui des animaux, et donc les éponges prospèrent pendant cette période, recouvrant le fond des océans. Mais notre histoire devient de plus en plus intéressante à partir de la période de l'Édiacarien, il y a 635 millions d'années, où se trouvent les premières traces avérées d'animaux complexes. Des animaux avec une apparence extrêmement chelou. Des animaux comme Chianodiscus, un animal marin qui vivait fixé sur le fond, par une tige autour de laquelle s'organise une structure en forme de feuille. C'était sûrement un cousin des cnidaires actuels, ressemblant beaucoup aux plumes de mer modernes. Il y avait aussi Kimberella, un animal qui vivait sur les fonds marins. Il était de forme ovale et pouvait atteindre 15 cm pour les plus grands, et avait une coquille sur son dos. Son corps ne possédait pas de segments mais était divisé en plusieurs parties, chacune avec leurs propres muscles. Il se nourrissait en broutant le tapis bactérien sur le fond de l'océan, un peu à la manière des mollusques, dont il était peut-être cousin ou l'ancêtre. Il y avait d'autres animaux bizarres comme Sprigina, Charnia, les premières méduses aussi avec le cnidaire Aousia, mais il manquait encore quelque chose à ces animaux. Quelque chose comme une symétrie bilatérale, des yeux, une bouche, etc. Pour voir des caractères comme ça apparaître, on va devoir faire un bond de 100 millions d'années dans le futur pour arriver à la période du Cambrien. Entre il y a 541 millions d'années et 485 millions d'années de cela.
la période où apparaîtra les bases de la vie moderne. Au milieu d'anomalies comme Proto-Erzina, Opanibia et Anomalocaris se trouvent les tout premiers membres de la faune moderne. D'abord les tout premiers arthropodes, le groupe qui comporte les insectes, les arachnides, les millipates et les crustacés, avec les tout premiers trilobites, ces petits arthropodes domineront les mers pendant 250 millions d'années avant de disparaître. Il y avait aussi Anomalocaris et Opanibia, des arthropodes primitifs vraiment chelous qui faisaient partie des premiers prédateurs connus, avec une anatomie très bizarre. Les premiers crustacés, eux, apparurent aussi, Canadapsis, l'ancêtre des crustacés et des insectes modernes, car oui, techniquement, les insectes font partie des crustacés. Il apparut il y a 165 millions d'années, et était un petit crustacé parfaitement chill qui se nourrissait de débris au fond des océans. Du côté plus araignée entre guillemets des arthropodes apparaît le groupe des Chelicerates, les araignées, les scorpions, les limules et leurs cousins, avec Sanctacaris, le tout premier arthropode à posséder des chélicères, l'appendice buccal caractéristique des arachnides. Du côté des vertébrés, les animaux comme les poissons, les mammifères, les reptiles, les oiseaux, etc., qui se caractérisaient par un squelette osseux ou en cartilage, et une colonne vertébrale. Ils apparaissent il y a 518 millions d'années avec Aeguictis, le tout premier vertébré. Un petit poisson de 2,5 cm de long qui ne paye pas de mine, mais qui donnera naissance à un des groupes les plus prolifiques de l'histoire. Plus tard dans la période cambrienne, d'autres vertébrés plus modernes apparaîtront, comme les conodontes, des anguilles avec des dents, disons, vénères en fait. Comme autres groupes d'animaux qui apparaissent à cette période, il y a aussi les mollusques, qui démarrent leur histoire avec le groupe des Elestionellidés, les tout premiers mollusques à coquille. Ensuite, de ces Elestionellidés dériveront trois groupes, les gastéropodes, le groupe des escargots, les bivalves, les moules, les huîtres, etc., et les céphalopodes, les pieuvres, les nautiles, etc. Le tout premier gastéropode connu est Strepsodiscus, un tout petit escargot mesurant 3 cm de haut, en comptant la coquille. Il donnera naissance aux escargots et aux limaces modernes, qu'elles soient terrestres ou aquatiques d'ailleurs. Le premier bivalve connu est Fordia, il y a 120 millions d'années, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un coquillage que tu pourrais trouver sur une plage par exemple. Il donnera naissance aux huîtres, palourdes et moules modernes. Le premier céphalopode qu'on connaît est le Plectonoceras il y a 165 millions d'années, un céphalopode avec une coquille en forme de cône qui mesurait 2 cm de long. Donc maintenant que les bases de la vie animale ont été posées, passons à la première phase de l'histoire de la vie animale. Dans les deux périodes qui suivent, la vie prend des formes plus familières et surtout géantes. Par exemple, un groupe de céphalopodes avait évolué pour donner naissance à des géants. Et comme géants, il y avait par exemple Andocéras, un céphalopode géant avec une coquille en forme de cône qui avait vécu entre moins 485 millions d'années et 419 millions d'années dans le passé. Ce grand céphalopode mesurait entre 3 et 6 mètres de long, ce qui était énorme. Chez les arthropodes, des cousins des scorpions et des araignées actuelles, les scorpions de mer ou euryptérides apparaissent. Ils atteignent des tailles gigantesques, par exemple le tout premier riptéride connu, Pentecopterus, qui mesurait 1,75 m de long, ce qui en fait un des plus grands arthropodes jamais connus. Les trilobites continuent à se développer pendant ces périodes-là et adaptent de nouvelles formes. Les vertébrés, eux, commencent à se diversifier et donnent naissance au groupe des ostracodermes, un groupe de poissons blindés sans mâchoire qui vivaient dans les océans de la Terre primitive. Mais le groupe qui va incontestablement lancer l'évolution des vertébrés est bien sûr le groupe des acanthodiens, il y a 439 millions d'années, qui vont former le groupe des gnatostomes, les poissons à mâchoire formés de trois groupes principaux à l'époque, les placodermes, les chondrichthiens et les ostéichthiens. Les placodermes sont un groupe de poissons blindés, les chondrichthiens sont les requins et les raies, et les ostéichthiens sont les poissons osseux qui vont donner naissance à la plupart des poissons et tous les vertébrés terrestres. Les placodermes s'illustreront avec Dunkleosteus, un placoderme gigantesque de 4 mètres de long pour un poids de 1 tonne. C'était un prédateur qui chassait les poissons, les euryptérides et plein d'autres animaux de cette période. Avec sa mâchoire qui pouvait refermer avec une force de 6000 Newtons, par comparaison nous aux morts avec une force d'environ 800 Newtons. Les chondrichthiens, eux, se diversifient et adoptent de nombreuses formes exotiques, comme Stetacanthus, un cousin des requins modernes caractérisé par son aileron en forme d'enclume. Il mesurait 3 mètres de long et était un prédateur de la période du Dévonien, il y a 382 millions d'années. Les poissons osseux, quant à eux, se divisent rapidement en deux groupes, les actinoptérygiens et les sarcoptérygiens. Les actinoptérygiens sont les poissons osseux modernes, les thons, les poissons rouges, etc. Et les sarcoptérygiens, les poissons à nageoires charnues qui sont les coelacanths, les dipneustes et les vertébrés terrestres en général. Mais pendant que les poissons à mâchoire se diversifient, les euryptérides et les orthocères dominent les mers, et sur les continents, un changement radical s'opère. Pendant le Silurien, les végétaux commencent à coloniser les continents avec d'abord des algues et des mousses qui poussaient sur des côtes car l'intérieur des terres était trop aride. Mais il y a 433 millions d'années, apparut la toute première plante Cooksonia. Elle n'avait pas encore de feuilles ni de fleurs, rien de cela en fait,
Elle avait juste son rhizome, et en gros c'est une espèce de racine quoi, et ses tiges qui servaient à la même fonction que les feuilles, et le sporophyte pour répandre ses spores. Cooksonia fut rapidement suivi par les premiers animaux terrestres, les mille pattes, comme Campicaris, Obanensis et des arachnides ancêtres des araignées et des scorpions, suivis par les insectes odévoniens. Mais n'oublions pas que dans les mers, il y avait toujours des animaux intéressants, comme le fameux Jacalopterus, un euryptéride qui mesurait 2,5 mètres de long, ce qui est gigantesque par rapport aux arthropodes modernes qui sont un peu nuls en vrai. À part les fourmis évidemment, parce que c'est les meilleurs. Mais il y a 400 millions d'années apparurent les premières plantes à feuilles, suivies par les premières forêts et les premiers arbres. Ce qui poussa les vertébrés à eux aussi sortir de l'eau avec Tiktaalik, un sarcoptérygien ancêtre des tétrapodes modernes qui donnera ensuite naissance à Acanthostega, le premier vrai tétrapode. Sa descendance se divisera en deux groupes, les amphibiens et les amniotes, les tétrapodes qui ne dépendent absolument pas de l'eau pour survivre. Mais pendant que les tétrapodes évoluaient et se diversifiaient, les arthropodes, eux, pendant la période du Carbonifère, il y a 350 millions d'années, dû au taux élevé d'oxygène, étaient devenus des géants, avec des titans comme Arthropleura, un mille-pattes de 2 mètres de long, Meganora, une libellule gigantesque de 1 mètre d'envergure qui semait la terreur parmi les amphibiens de l'époque. Et surtout parmi Casenaria, le tout premier amniote. Un petit animal qui, à la manière des reptiles et de certains mammifères, pondait des œufs à coquilles pour se reproduire. Ses descendants se diviseront rapidement pour former deux groupes principaux, les synapsides et les thérapsides. Les synapsides sont le groupe qui donnera naissance aux lézards, serpents, oiseaux, dinosaures et crocodiles. Et les thérapsides qui sont les mammifères modernes et leurs cousins. Lors de la période permienne, les thérapsides dominent leur environnement avec des espèces comme Dimetrodon, Mochops ou encore le gorgonopside qui ressemble à un tigre à dents de sabre épilé. Mais lorsque le Mésozoïque ou l'ère des dinosaures arriva, les thérapsides furent supplantés par les archosaures, qui sont en gros les dinosaures, les crocodiles et les ptérosaures. Les archosaures dans le Mésozoïque battront tous les records de la vie. Par exemple les dinosaures avec des animaux comme Brachiosaurus qui deviendront les plus grands animaux terrestres, du haut de ces 22 mètres pour environ 40 tonnes. Ils donneront aussi naissance aux théropodes, un groupe de prédateurs qui donnera naissance à des machines à tuer, comme le T-Rex et le Spinosaure. Du côté des autres archosaures, le plus grand entre guillemets crocodile connu, Sarcosuchus, qui faisait des ravages sur les côtes et rivières du Crétacé avec ses 10 mètres de long. Il y avait aussi les ptérosaures avec Quetzalcoatlus du haut de ses 15 mètres d'envergure, ce qui était quand même l'envergure d'un petit avion imaginé. Mais bon, à la fin du Mésozoïque, ils finiront tous balayés par la météorite qui s'est écrasée dans le golfe du Mexique il y a 66 millions d'années. Mais quelques groupes survécurent. D'abord les crocodiles grâce aux longues périodes qui pouvaient passer sans nourriture, ensuite les oiseaux qui dérivent d'un groupe de dinosaures théropodes, et un groupe de thérapsides, les mammifères, qui étaient apparus pendant le Jurassique. Après le Mésozoïque, la vie sur Terre continua son évolution, avec des animaux comme Titanoboa, Gastornis, un oiseau prédateur sans ailes, et le Paraceratherium, le plus grand mammifère terrestre de tous les temps. Certains mammifères retournent même à l'eau avec Pachycetus, l'ancêtre des baleines actuelles, qui donnera naissance aux dauphins, orques et baleines d'aujourd'hui. Les primates apparurent avec le genre Darwinus et les chevaux avec Mesohippus. Ensuite, dans la période du Néogène, il y a entre 25 millions d'années et 2,5 millions d'années dans le passé, les premiers éléphants apparaissent, les australopithèques avec Toumaï donnant naissance aux êtres humains, avec l'espèce Homo habilis qui donnera ensuite naissance aux espèces du genre humain. Après ça, le Quaternaire arriva avec les célèbres ères glaciaires, où vivaient des animaux comme le Smilodon, le mammouth, le rhinocéros laineux ou encore l'homme de Néandertal et de Denisova. Mais il y a 200 000 ans apparut l'homme moderne qui mènera à l'extinction des grands animaux, partout sauf en Afrique, au réchauffement climatique, à la prolifération du rat, etc. Et voilà, maintenant vous savez comment les animaux sont passés de cellules dans les océans au T-Rex ou au mammouth. N'hésitez pas à regarder la vidéo de mon collègue qui va s'afficher bientôt, et à toutes!